Bonjour et bienvenue sur Algomus. Quand on parle de sécurité, on pense toujours en priorité à login et mot de passe pour s'authentifier. Effectivement, c'est une bonne solution et c'est la solution qui est privilégiée sur la plupart des sites internet. Quand vous avez des informations personnelles, ou alors sur le site marchand, vous avez vos cartes de crédit qui sont stockées, la façon que vous avez de vous identifier est de toujours rentrer un login, qui peut être votre adresse mail par exemple, et un mot de passe. Et cette utilisation de login et mot de passe garantit que c'est bien vous qui vous loguez sur le site internet. Pour la base de données, en fait, il est tout à fait possible de créer des utilisateurs, nous l'avons vu sur la vidéo précédente, qui ont un mot de passe chacun, et donc ça permet d'identifier chacun des utilisateurs. Le problème qui vient à se poser, c'est que ce mot de passe, il va bien falloir le stocker quelque part, puisque quand l'utilisateur va se connecter à la base de données, nous voulons pouvoir savoir si c'est bien l'utilisateur en question que nous voulons laisser rentrer, et donc il faudra bien vérifier son login et le mot de passe qu'il vient de nous donner, avec le login et mot de passe qui sont stockés quelque part dans la base de données. Et donc, quelque part, dans notre base de données, il y a des informations cruciales de connexion que nous stockons, et il faut bien veiller justement à protéger ce genre d'informations. Et bien, cette vidéo va montrer comment est-ce qu'on peut, dans notre base de données, gérer la notion de mot de passe sans pour autant courir le risque que quelqu'un puisse nous piquer les données dans notre base de données et puisse se servir des logins mots de passe que nous avons stockés. Donc pour le mot de passe, c'est intéressant si vous voulez par exemple bâtir une application internet qui va avoir différentes personnes qui vont avoir un profil différent, qui vont pouvoir stocker des informations et qui vont devoir s'authentifier systématiquement à chaque fois qu'ils se connectent. On va garder cette problématique-là exactement la même, par exemple pour la base de données. On avait vu dans la vidéo précédente comment on pouvait créer un utilisateur avec un mot de passe. Donc là, cette fois-ci, on ne va pas parler des utilisateurs de la base de données, puisqu'on avait vu que lorsque l'on crée un utilisateur pour la base de données, eh bien MySQL se charge de ne pas sauvegarder le mot de passe sous une forme compréhensible, mais essaye de la transformer en une chaîne de caractères incompréhensible pour ne pas dévoiler le mot de passe directement dans les tables. C'est ce qu'on avait vu par exemple quand on avait pris notre workbench, on avait fait un create user que je vais par exemple appeler Jim, et on lui avait dit que ce user était identifié par le mot de passe password. Allez, on créait Jim, et quand on allait voir ce qui se trouve dans la table des utilisateurs, on faisait un select étoile de la table mysql.user, on se rendait compte que Jim avait bien été mis dans la table, mais que le mot de passe correspondant à Jim, lui, avait été transformé par une chaîne de caractères. On va garder cette logique-là, puisque ça permettra, par exemple, si jamais quelqu'un venait à récupérer le contenu de notre base de données, eh bien, il ne pourrait pas récupérer les informations de connexion. On va aussi essayer de comprendre au travers de cette vidéo comment, en fait, en ayant pris notre mot de passe et en l'ayant converti en une chaîne de caractères, on va dire incompréhensible, mais qui contient beaucoup de caractères différents, comment on va pouvoir faire à partir de cette chaîne, qui n'est finalement plus le mot de passe, comment on va pouvoir authentifier un utilisateur qui se connecte. Toutes ces problématiques-là, on va les voir au travers de cette vidéo. Donc cette fois-ci, on ne va pas parler des utilisateurs de la base de données, on va imaginer qu'on a eu un projet où on va devoir développer un site internet qui va devoir gérer des utilisateurs. Ces utilisateurs, ils vont devoir être stockés quelque part dans une base de données, dans une table chez nous, et on va devoir stocker justement ce couple login-mot de passe, et qui va permettre à notre site internet de vérifier quand quelqu'un se connecte, est-ce que c'est déjà un utilisateur qui est inscrit, et est-ce que le login et le mot de passe correspondent bien, est-ce qu'on peut donner l'accès à cette personne au compte auquel il essaie d'accéder. Donc, il y a cette problématique-là, et cette problématique de dire que si quelqu'un arrive à récupérer les informations de notre base de données, il ne devrait pas pouvoir s'en servir. On est toujours dans le volet sécurité de la base de données. Donc on va parler un petit peu de fonctions de hachage, puisqu'on a tendance à dire que lorsque le mot de passe n'est pas clair, c'est un mot de passe crypté. On va voir qu'il y a une grande différence entre des fonctions de cryptage et les fonctions de hachage. On va les expliquer un petit peu au travers de cette vidéo et voir en fait quelle est la différence entre les deux termes.
On va commencer par créer une table pour stocker les utilisateurs contenant un login et un mot de passe. Une table très simple. Pour notre table, normalement, le login, puisqu'il est unique, pourrait représenter la clé primaire. Donc c'est comme ça qu'on va représenter notre table. Donc là, comment est-ce qu'on fait ce genre de choses? On crée simplement, ici j'ai mon create table, if not exist utilisateur, j'ai mis un login et un varchar de 50. Donc vous allez voir que le password, en fait, le mot de passe, je l'ai mis sur 50 parce que c'est la fonction qui va nous retourner la version hachée de notre mot de passe va être au maximum sur une longueur de 50. J'ai défini le login comme étant clé primaire de la table puisque j'estime que les gens qui se connectent chez moi vont être identifiés par leur login. Donc je ne laisserai pas s'inscrire deux personnes qui utilisent le même login. Donc cette table utilisateur, elle a été créée avec les deux colonnes login et passe. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une version naïve de la création d'un utilisateur dans notre nouvelle table. Je vais donc cette fois-ci créer un utilisateur, donc je vais insérer un utilisateur dans ma nouvelle table utilisateur. Donc on a déjà vu comment on fait ça. On va faire un insert into dans la table utilisateur, qui comprend les colonnes login et passe. Et qu'est-ce que je vais mettre comme valeur dedans? Je vais créer l'utilisateur John avec un mot de passe password. Ok. Je l'insère et je regarde ce qui se trouve dans ma table utilisateur. Vous voyez cette fois-ci que j'ai le login John et j'ai le password qui est mis en tant que chaîne de caractères qui n'a pas été converti et qui donc se retrouve finalement visible. Donc là, on a bien répondu à une des attentes du sauvegarde de l'utilisateur, c'est que j'ai sauvegardé son login et son mot de passe, et donc je vais pouvoir, quand quelqu'un se connecte, vérifier si j'ai bien le couple login-mot de passe dans la table. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux vérifier quelque chose, il suffira que je cherche dans la table utilisateur où le login est égal au login qu'on va me passer. Donc ici par exemple, dans une variable qui contiendrait John, et je vérifierai son mot de passe avec une variable qui contiendrait password, par exemple. Et donc, je pourrais dire tout simplement, je vais chercher l'utilisateur avec un login et un pass, avec ces deux paramètres, et si jamais je remonte une ligne, ça veut dire que l'utilisateur existe. Donc ça, c'est la façon de voir comment est-ce que je peux authentifier un utilisateur. Maintenant, du point de vue sécurité, on se rend compte que finalement, l'utilisateur John, d'avoir son password comme ça écrit en clair, c'est peut-être pas la meilleure solution, puisque malgré toutes les mesures que l'on peut prendre, on n'est pas à l'abri que nos données se fassent pirater un jour, et donc ça voudrait dire que quelqu'un qui aurait accès à notre base utilisateur aurait les logins mots de passe de tous les gens qui se connectent. Donc là, en termes de sécurité, on peut faire beaucoup mieux. On peut faire appel à ce que l'on appelle une fonction de hachage. Donc des fonctions de hachage, il en existe plusieurs, car il existe plusieurs algorithmes de hachage, comme il y a plusieurs algorithmes de tri, ça on a déjà vu, il y a plusieurs algorithmes de hachage qui permettent, à partir d'une chaîne de caractères, d'avoir une version non compréhensible de ce mot de passe. On va voir comment ça marche, et on va expliquer après quel est le but d'une fonction de hachage. Les fonctions de hachage, on va utiliser par exemple, elles ont toujours le nom de l'algorithme qu'elles implémentent. Donc là on a l'algorithme MD5 ou l'algorithme SHA. L'algorithme SHA2 est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, mais tous ces algorithmes sont décrits dans la documentation de MySQL. Donc vous pouvez vous y reporter pour voir comment ces algorithmes de hachage fonctionnent. On va utiliser essentiellement dans l'exemple MD5 et SHA qui fonctionnent de façon très simple, et de toute façon elles suffiront pour expliquer ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui. Donc cette fois-ci, on va créer un deuxième utilisateur dans notre base d'utilisateurs. On va créer par exemple l'utilisateur Mike. Et cette fois-ci, le password, eh bien, je ne vais pas le mettre en clair, mais je vais utiliser la fonction de hachage MD5 dessus. Voilà. Et puis je vais encore m'insérer un autre utilisateur. Et cette fois-ci, je vais mettre par exemple, je vais mettre Paul
et je vais utiliser la fonction de hachage SHA. Faisons un petit tour dans notre table utilisateur. Et nous voyons que cette fois-ci, effectivement, à John que j'avais associé le mot de passe password, cette fois-ci, je n'ai plus de chaîne, je n'ai plus le mot de passe en clair. Donc maintenant, si je reprends le select tel que je l'avais avant, on voit bien que quand je cherchais si un utilisateur était présent dans la base, avant je cherchais avec son login et son mot de passe, et ça marchait très bien. Maintenant, comment ça se passe avec les fonctions de hachage? Si je cherche par exemple à identifier Mike, cette fois-ci, si j'ai Mike et que j'utilise son password, je me rends compte que je ne peux plus l'identifier. Je ne récupère plus Mike. Eh bien, je sais que Mike, j'ai haché son mot de passe avec la fonction de hachage MD5. Eh bien, il suffit que je fasse exactement la même opération sur le mot de passe et je vais à nouveau pouvoir identifier Mike. Donc on voit déjà quelque chose de très important, c'est qu'une fonction de hachage sur le même paramètre donne toujours le même résultat. Donc, si j'utilise le MD5 sur password, j'aurai toujours la même chaîne de caractères générée. Pareil, si maintenant je vais utiliser la fonction de hachage SHA sur Paul, par exemple, cette fois-ci, si je l'utilise avec le MD5, je n'identifie pas Paul, donc j'ai aucun retour. Il faut que j'utilise bien la bonne fonction de hachage avec laquelle j'ai haché le mot de passe au départ. D'accord. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire que quand vous faites une fonction de hachage sur un élément, si l'élément est le même, en fait, vous allez toujours tomber sur la même empreinte, c'est ce qu'on dit. L'empreinte, c'est ce qui résulte d'une fonction de hachage. Donc vous allez toujours avoir des empreintes identiques quand vous hachez la même chaîne de caractères. Donc les algorithmes sont différents entre eux, donc vous ne pouvez pas hacher à la base avec un algorithme et ensuite vérifier avec un autre. Chaque algorithme a sa façon de faire. Donc qu'est-ce que fait une fonction de hachage? En fait, elle crée ce qu'on appelle une empreinte, c'est-à-dire qu'elle essaye de partir du mot de passe et qu'elle essaie d'en déduire une chaîne de caractères qui découle de ce mot de passe. Alors quelle est la différence entre une fonction de hachage et une fonction de cryptage? Eh bien, dans la notion de cryptage, on veut pouvoir diffuser une information encryptée, c'est-à-dire pas l'information en clair, mais d'avoir une modification dessus, pour que quelqu'un qui intercepterait le message ne puisse pas la lire. Par contre, le destinataire final du message crypté, lui, doit pouvoir retrouver le message initial. Ici, ce qu'on veut faire, c'est pas du tout le même but. D'une fonction de hachage, on ne pourra pas retrouver le mot de passe initial à partir de l'empreinte. C'est-à-dire que si je pars de la chaîne caractère empreinte qui correspond à Paul, jamais je ne pourrai savoir que son mot de passe initial était password. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller de la chaîne de caractères à son empreinte, mais à une empreinte peuvent correspondre plusieurs chaînes de caractères différentes. C'est un peu cette notion que l'on retrouve en mathématiques, par exemple, avec l'injection, la surjection et la bijection. On va le détailler à l'aide d'un schéma et pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Je vais prendre Paint et je vais dire par exemple, je vais prendre mon mot de passe et je vais utiliser dessus une fonction de hachage. Et là, je vais avoir une chaîne de caractères qui va être complètement hachée. Si maintenant je veux identifier maintenant quelqu'un qui se connecte, la personne va se connecter, va rentrer son password, et je sais que si j'utilise exactement la même fonction de hachage que j'ai utilisée en haut, eh bien je vais arriver exactement sur la même chaîne de caractères. Et donc ce que je vais faire, c'est que on l'a vu au travers de cette requête SQL, je ne vais jamais vérifier le password en clair, en fait je vais juste vérifier s'il y a égalité entre les empreintes. Et le fait qu'il y ait égalité entre les empreintes va m'assurer que la personne s'est connectée avec le bon mot de passe. Ce qui est important de comprendre également,
c'est que l'empreinte d'une empreinte est différente de l'empreinte. Donc, si jamais quelqu'un récupérait l'empreinte ici et essayait de se connecter avec l'empreinte, nous, comment on identifierait Paul? On identifierait Paul et on utiliserait l'algorithme SHA sur son password. Et si au lieu de rentrer le password, la personne malveillante rentrait l'empreinte, eh bien Paul ne pourrait pas s'identifier puisque l'empreinte de l'empreinte n'est pas égale à l'empreinte elle-même. C'est encore une fois l'algorithme qui est appliqué une fois de plus sur une chaîne de caractères qui va donner une chaîne différente. Donc là, on a déjà sécurisé la connexion, on n'a plus le mot de passe en clair dans la base de données, et donc récupérer l'empreinte d'un mot de passe, finalement ça ne va rien servir pour essayer de violer une identité. Donc on va dire encore un petit mot sur les algorithmes de hachage. Les algorithmes de hachage permettent de modifier les mots de passe sans qu'il soit possible de retrouver le mot de passe initial. Là encore, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien, on va l'expliquer très simplement. Vous avez des codes, vous avez des manières de coder de l'information qui marchent dans les deux sens. Je vais ouvrir un Excel et on va comprendre. Quand on était petit, on avait des petits jeux de codage où on avait, je prends un exemple concret, on avait par exemple des chiffres, on avait 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, et on avait quelque part une table de correspondance qui nous disait que 1 c'est B, 2 c'est O, 3 c'est N, 4 c'est J, 5 c'est U et 6 c'est R. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on reportait, on disait 1 c'est B, 2 c'est O, 3 c'est N, 4 c'est J, 2 c'est O, 5 c'est U et 6 c'est R, et on obtient le mot bonjour. Ok. Ça, c'est une façon de coder qui marche dans les deux sens, puisque à une lettre correspond un chiffre, en fait, donc ça nous permet de revenir en arrière. Par exemple, B correspond à 1, si j'ai bonjour, et que j'enlevais par exemple ces chiffres, et bien à partir de la table de conversion, j'arriverai à recomposer de nouveau la suite de chiffres qui correspond au codage. Je sais que B c'est 1, O c'est 2, N c'est 3, J c'est 4, O c'est 2, U c'est 5, et si R c'est 6. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, on peut aller dans les deux sens. On peut aller dans un sens et revenir en arrière. Donc là, on est plus proche du cryptage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a transformé l'information pour la crypter, mais l'information a été sauvegardée en intégralité. Et si on veut revenir en arrière, on peut revenir en arrière. On peut parler par exemple du code César, qui a été appelé comme ça parce qu'il servait pendant... Elle a commencé à servir pendant le règne de César. C'est un code assez simple en fait. Pour vous le montrer, je vais utiliser les lettres qui correspondent aux en-têtes de colonne. Donc on a des lettres A, B, C, D, E, et chacune des lettres correspond à son rang dans l'alphabet. Ok. Si je voulais coder bonjour avec le code César, le code César partait d'un décalage. Donc imaginons que j'ai un décalage de 3. Et pour coder bonjour, comment je faisais? Eh bien, je récupérais la lettre B qui correspond à la deuxième lettre de l'alphabet, j'augmentais de 3, j'en arrive à 5, et 5 me donnait la lettre E dans l'alphabet. La lettre O, elle, était à 15, si je fais plus 3, j'arrive à 18, 18 me donnait la lettre R. N me donne la lettre 14, j'ajoute 3, ça fait 17, et j'obtiens la lettre Q. J est à la position 10, si j'ajoute 3, j'obtiens 13, j'obtiens M. O est à la position 15, on l'a déjà vu, et se convertit en R. U, 21 plus 3, 24, j'obtiens X. Et R, 18 plus 3, 21, et j'obtiens U. Et le code César aussi disait que si par exemple j'avais la lettre Z, 26, j'augmentais de 3, en fait je bouclais, et je faisais 1, 2, 3, et Z était remplacé par C. En fait on bouclait dans l'alphabet, on imaginait comme si les lettres étaient reliées de manière circulaire.
Et donc dans le code César, j'avais la possibilité de coder mon bonjour en quelque chose d'incompréhensible pour l'ennemi. Puisqu'effectivement, c'est surtout en temps de guerre qu'on utilisait le cryptage pour ne pas se faire intercepter ses communications. Et là, vous voyez aussi qu'à partir du moment où vous connaissez le décalage, eh bien, vous avez possibilité de revenir en arrière. Il suffit de reprendre le E, ici, de la première lettre, de faire -3, on arrive à 2, et vous obtenez de nouveau le B. Donc là aussi, vous voyez que c'est un codage qui marche dans les deux directions. On a de nouveau cette notion de cryptage plus que de hachage. Puisqu'en fait, à partir de... vous pouvez coder l'information dans un sens, et à partir du codage, vous pouvez retrouver le message initial. Donc en termes de hachage, c'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. En termes de hachage, on va pouvoir générer une empreinte, mais par contre le retour arrière est impossible. Alors comment on peut générer un tel code? Vous allez voir qu'on peut le générer très facilement. On va essayer par exemple de prendre mon bonjour, toujours, et on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de le coder tout simplement en disant, même sans décalage, on pourrait rajouter un décalage mais on ne va pas le faire ici, on va prendre chaque lettre à son indice, comme on avait ici, et on va garder en fait que l'unité. Par exemple, B, je sais que c'est 2, donc 2, l'unité c'est 2, je vais garder B, ma lettre 2. O, c'est A comme indice 15, l'unité de 15 c'est 5, donc je vais prendre la lettre 5 qui est E. N est associé à l'indice 14, je garde l'unité qui est 4 et je garde la lettre D. J, c'est la lettre d'indice 10, donc là je suis à 0, je suis un peu embêté, mais c'est pas grave, on va dire qu'on va garder les 10 premiers chiffres et J va rester J. O, par exemple, à nouveau du lettre 15, donc l'unité de 15 c'est 5, je vais prendre la lettre 5 qui est E. U, qui est à l'indice 21, je vais garder l'unité qui est 1, donc je vais mettre A. Et enfin R, qui est 18, dont l'unité est 8, et je vais prendre H. Donc là, vous voyez que j'ai aussi codé mon bonjour dans un autre ordre. Sauf que maintenant, si je veux revenir en arrière par rapport à ce codage pour de nouveau avoir le message initial, eh bien, je vais avoir un petit souci. Parce qu'effectivement, pour certaines lettres, j'ai plusieurs solutions. Imaginons par exemple, j'ai B, je sais que B est à l'indice 2. Et par construction, le problème c'est que B pourrait être converti en B, pourrait être converti en L, puisque L aussi a une unité de 2, et pourrait être converti en V. Et donc déjà rien que sur la première lettre, j'ai déjà 3 choix différents qui s'offrent à moi. Et donc vous voyez que à chaque fois que vous allez coder bonjour, vous allez avoir le même résultat, sauf qu'à partir de ce résultat, vous n'êtes plus capable finalement d'arriver au résultat à la chaîne de caractères que vous avez initialement. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé finalement à hacher votre mot de passe et à lui enlever en fait toute substance. Le mot de passe haché n'est plus suffisant finalement pour avoir de nouveau le mot de passe initial qui nous permettrait de nous loguer à notre site internet. Et donc la solution d'utiliser une fonction de hachage est vraiment intéressante ici, justement pour ça, pour cet aspect sécuritaire. Même si on passait énormément de temps à comprendre la fonction de hachage, de toute façon, par sa conception, elle ne nous permettrait pas de retrouver le mot de passe initial. Et c'est exactement ce qu'on cherche quand on essaie de sécuriser une base de données. Donc, nous, on part effectivement seulement du principe qu'une fonction de hachage donne toujours le même résultat si on donne le même paramètre, et ce qu'on va comparer, c'est les empreintes. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et c'est comme ça que l'on va authentifier finalement un utilisateur. Donc on a créé aussi la requête pour vérifier qu'un utilisateur était bien connecté. Je vais juste revenir un petit peu sur des notions de vocabulaire pour bien différencier cette notion de hachage par rapport à cette notion de cryptage qu'on pouvait avoir. Quand on parle de cryptage, on parle toujours d'essayer de momentanément transformer l'information pour la transmettre, par exemple, pour que les gens qui intercepteraient le message pendant qu'il est transmis, surtout maintenant qu'on a Internet et que beaucoup d'informations transitent sur les réseaux, ne puissent rien en faire. Mais on veut que le destinataire final, lui, puisse reconvertir le message et puisse de nouveau le lire. Et donc, dans les fonctions de cryptage, il existe deux façons de crypter.
Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que là cette vidéo est normalement destinée que à la sécurité de base de données, mais juste pour en dire un petit mot. Donc on a le cryptage symétrique, dont un des exemples est le cryptage César qu'on a vu tout à l'heure. C'est qu'à partir du moment où on connaît le décalage, on peut recombiner, on peut partir du message codé et refaire le décalage inverse et récupérer finalement la chaîne initiale. Donc ce genre de codage est très peu utilisé en sécurité en ce moment parce qu'on peut facilement, le casser. Alors comment on le casse? On peut le casser simplement avec des stratégies de statistiques. Par exemple, si vous avez la langue française, vous savez que la lettre la plus utilisée est le E. Et bien si vous faites un cryptage César, par exemple, vous allez retrouver une autre lettre qui est surreprésentée. Par exemple, si le E est surreprésenté avec sa position 5, si j'utilise un décalage de 3, on se rend compte que c'est le H qui va être surreprésenté. Et donc ça va être le H qui va être la lettre qui sera le plus dans le message. Et donc on peut en déduire, quand on connaît un petit peu la cryptographie, que ce H en fait pourrait représenter un E. Et à partir du moment où vous savez qu'un H représente un E, et bien déjà vous avez déjà le décalage que vous pouvez appliquer à chacune des lettres. Et donc vous voyez que les cryptages César, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très sécurisé quand on envoie des données sur Internet. Donc ce qu'on utilise beaucoup plus en ce moment, ce sont des algorithmes de type cryptage asymétrique, où là en fait le message est envoyé, et il faut ce que l'on appelle une clé. Alors une clé, c'est pas en termes physiques, ce sera plutôt représenté par une chaîne de caractères, et on fera une opération entre le message crypté et cette chaîne de caractères pour décoder le message, pour de nouveau arriver au message initial. Et donc là, cette fois-ci, c'est la personne qui va posséder la clé qui va pouvoir décrypter le message. La personne qui va seulement avoir le message crypté, lui, va avoir très peu de chances de finalement récupérer des informations. Donc le cryptage, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de me pencher aussi. J'aimerais bien commencer une série de vidéos sur ce sujet-là. Et donc je ne vais pas m'étendre ici. J'espère avoir bientôt une playlist qui va parler un petit peu de cryptage pour voir rentrer un peu plus en détail dans les différents algorithmes, notamment sur les cryptages asymétriques, sur les algorithmes RSA ou DSA. Et enfin, le troisième point, c'est les fonctions de hachage. C'est ce qu'on utilise, par exemple, pour notre base de données. Et là, on sait justement qu'on va on va hacher toujours une chaîne de caractères vers la même chaîne. Par contre, on ne pourra pas faire le processus inverse. D'une chaîne hachée, on ne pourra pas revenir au message initial. Et de toute façon, ce n'est pas le but. On ne veut pas qu'il y ait la possibilité de revenir au message initial. Dans notre base de données, ça voudrait dire qu'on pourrait de nouveau récupérer le mot de passe avant qu'il soit haché et qu'on puisse l'utiliser pour se connecter de manière frauduleuse. Là, on a aussi vu quelques exemples d'algorithmes de hachage, ND5 et SHA. Donc voilà pour cette partie du mot de passe. Donc on s'était fixé deux objectifs. On s'était fixé le fait de gérer des utilisateurs pour une application que l'on aurait à écrire. Et à la fois, la première chose, c'est que les utilisateurs puissent se connecter, qu'on puisse récupérer dans la base de données les informations login et mot de passe, qu'on puisse les comparer avec la personne qui est en train de se connecter pour savoir si oui ou non l'utilisateur est autorisé à se connecter. La deuxième problématique qu'on a essayé de résoudre, c'est qu'on ne voulait pas gérer des mots de passe en clair dans notre base de données, puisque même si on avait pris toutes les précautions pour gérer notre base, on n'est pas à l'abri que quelqu'un récupère le contenu de notre base de données. Et d'avoir les mots de passe en clair, en fait, on se rend compte que ça serait une grosse faille de sécurité. L'intérêt des fonctions de hachage, c'est justement qu'on ne peut pas revenir en arrière à partir du moment où une chaîne de caractères a été hachée, et donc ça évite, même si l'attaquant a énormément de temps, il ne pourra pas revenir au mot de passe initial et donc utiliser le profil de quelqu'un d'autre pour se connecter. Donc là, on progresse toujours un petit peu plus dans la sécurité de notre base de données. On commence à mettre en place des verrous, des choses qui commencent à être un petit peu compliquées à contourner. Et on va continuer avec différents thèmes qui vont encore concerner les transitions, les locks et les requêtes préparées qui vont nous permettre justement de lutter contre l'injection, notamment du code SQL, puisqu'on parle de base de données dans ce contexte-là. Et on va voir qu'à un moment donné, toutes ces mesures bout à bout vont participer à la sûreté, à la sécurité et à la robustesse de notre base de données. Bonne journée!